Imaginez un monde où les ombres prennent vie, où les cauchemars se glissent dans votre lit chaque nuit, où les frontières entre réalité et horreur deviennent floues. Bienvenue dans l'univers de Stephen King, le maître des ténèbres qui a captivé des millions de lecteurs avec ses récits terrifiants depuis près d'un demi-siècle. Aujourd'hui, nous allons plonger dans ce focus auteur dans les profondeurs de son imagination démoniaque, explorer les secrets derrière ses créations les plus terrifiantes et découvrir comment il a réussi à façonner notre culture populaire avec une influence sans précédent. Derrière les portes grinçantes de son imagination, de son esprit torturé, se cache un univers aussi vaste que terrifiant. Avec plus de 60 romans, 200 nouvelles à son actif, depuis 1974, King a tissé une toile littéraire d'une ampleur stupéfiante, capturant l'essence même de nos peurs les plus profondes. Son influence étant bien au-delà des pages de ses livres, avec des ventes oscillant entre 350 et 500 millions d'exemplaires, King règne en maître, en roi, sur le royaume de l'horreur moderne. Mais ne vous y trompez pas, son talent transcende les genres, explorant les recoins les plus sombres de l'âme humaine avec une acuité absolument troublante. Le grand écran n'a pas échappé à son emprise. Des réalisateurs visionnaires comme Brian De Palma, John Carpenter, David Cronenberg ont donné vie à ces cauchemars les plus viscéraux. Et ils ont créé des chefs-d'œuvre ou pas, cinématographiques, qui hantent en tout cas notre culture populaire. Reconnu par ses pairs, King a été honoré de la médaille nationale des arts et d'un prix de la National Book Foundation, consacrant son statut de pilier de la littérature américaine contemporaine. Au-delà de ces récompenses, c'est sa capacité à sonder les profondeurs de l'esprit humain qui fait de lui un véritable phénomène littéraire. Maintenant, installez-vous confortablement dans votre meilleur fauteuil ou au fond de votre lit et plongeons ensemble au cœur de cette œuvre colossale. Dans les prochaines minutes, nous allons explorer les thèmes récurrents qui animent ses écrits, analyser le style unique qui caractérise ses romans, examiner comment son impact sur la littérature et la culture populaire continue de se faire sentir encore aujourd'hui. Nous découvrirons comment Stephen King a réussi à captiver des générations entières de lecteurs et de spectateurs et quelles sont les clés de son succès durable dans un paysage littéraire en constante évolution. C'est parti pour le focus auteur Stephen King. Premièrement, l'ascension d'un maître de l'horreur. Stephen Edwin King est né le 21 septembre 1947 à Portland, dans le Maine. Cette région sera d'ailleurs une des récurrentes scènes et le décor de nombreux de ses romans. C'est une ville dans les petites villes isolées et les forêts denses de Nouvelle-Angleterre que King a commencé à écrire très jeune des histoires plutôt horrifiques. Lecteur invétéré de Lovecraft, il s'en est imprégné. Il écrit beaucoup, il envoie aux fanzines de son adolescence et en 1961 déjà, il envoie sa première nouvelle intitulée The Killer à un magazine publié par Forrest Ackerman, donc publié très jeune. Sa carrière professionnelle débute pourtant véritablement en 1974 avec la publication de Carrie, ce premier roman qui raconte l'histoire d'une adolescente dotée de pouvoirs kinesthésiques qui connaît un succès immédiat et qui va poser les bases de ce qui deviendra la marque de fabrique de King, un mélange d'horreur, de surnaturel, de psychologie et d'analyse sociale. Nous y reviendrons un peu plus tard. Bien évidemment, dans le temps qui nous est imparti, il va être assez difficile de balayer, de brasser, d'analyser toutes ces œuvres, mais permettez-moi de vous présenter une chronologie sélective et forcément subjective des œuvres majeures de King qui illustrent l'évolution, selon moi, de son écriture et de ses thèmes. 1975, le deuxième roman
de Stephen King confirme son talent pour l'horreur. Il écrit ce qui est mon roman préféré de King, Salem, mettant en scène une ville envahie par des vampires. On reviendra après dessus. 1977, ce qui est sans doute son chef-d'œuvre incontestable, Shining, l'enfant lumière. Ce roman qui explore les thèmes de l'isolement, de la folie dans un hôtel hanté, mais aussi des addictions comme l'alcoolisme ou autre. Dr. Sleep en 2013 mettra en scène Danny Torrance, adulte. On y reviendra aussi un peu. On voit qu'il écrit très très régulièrement. Il sort à peu près un roman tous les ans et demi. En 1978, une épopée post-apocalyptique qui démontre la capacité de King à créer des univers complexes et à fédérer des personnages absolument mémorables. 1978 donc, publication de Le Fléau, qui est aussi une œuvre absolument majeure de King. 79, Dead Zone, thriller paranormal qui aborde des questions éthiques profondes et qui marque une évolution chez King dans la mesure où on va quitter l'horreur pure pour passer dans un genre plus classique du thriller, mais un thriller paranormal. 1983, alors dans mon top 3, parce qu'il faut être sélective, 1983, il écrit ce qui est pour moi un roman absolument terrifique, mais vraiment, qu'on peut lire à plusieurs périodes de sa vie. Je l'ai lu adolescente, je l'ai lu maman, je vous assure, ça fait pas du tout le même effet. 1983, donc, Cimetière. Une exploration terrifiante du deuil, de l'acceptation ou pas du deuil et de ses conséquences. 1986, ça a été vraiment le grand tournant pour Stephen King avec une trilogie, ça, une œuvre monumentale qui cristallise à elle seule de nombreux thèmes qui sont chers à l'auteur, notamment mettre en scène des enfants et opposer leur monde à celui des adultes. Mais c'est aussi celui qui va faire apparaître nos peurs les plus viscérales. Donc ça, une trilogie qui ne cesse d'être adaptée, réadaptée avec la figure de Pennywise, le monstre, le clown, le tueur, pardon, qui est un monstre d'ailleurs. Septième position, Misery en 1987. Alors ça aussi dans mon top 3, il y est celui-ci. C'est un huis clos psychologique qui va s'éloigner du surnaturel à proprement dit pour explorer la santé mentale, la pathologie mentale plus exactement, à travers l'obsession et la création artistique, puisqu'il met en scène donc un auteur aux prises à une fan absolument redoutable. 8e position donc, on y est. Alors ça, objet littéraire non identifié, La Tour sombre, que Stephen King écrit de 1982 à 2012, donc c'est vraiment l'œuvre d'une vie, un fil rouge, une œuvre ciment, puisque cette série épique en 8 volumes va mêler la fantasy, le western, la science-fiction, mais aussi faire des réponses intertextuelles avec l'œuvre globale de King. Et là, on va avoir toute l'étendue du talent de King, puisque on va avoir en 8 volumes des œuvres totalement différentes et en même temps totalement cohérentes. Enfin, dans mon top 3, c'est le 4e, 22-11-63, paru en 2011, qui est une uchronie et qui est un roman de voyage dans le temps autour de la célèbre date qui certes est la Sainte-Cécile, donc on le sait, mais qui est surtout la date de l'anniversaire de la mort de John Fitzgerald Kennedy, son assassinat par Lee Harvey Oswald. Et donc dans ce roman, on va avoir un voyage dans le temps pour empêcher Oswald
de tuer Kennedy et donc les répercussions dans l'histoire que peut avoir un changement, un battement d'aile de papillon. Donc vraiment, 22-11-63, pour moi, il en a écrit plein d'autres depuis 2011, mais pour moi, c'est vraiment la quintessence de ce que peut faire King aussi dans l'aboutissement de ce qui n'est pas de l'horreur. Alors, qu'est-ce qui fait qu'on lit aussi facilement, aussi fasciné l'œuvre de Stephen King? Tout repose essentiellement sur sa prose, qui est une prose à la fois très accessible, puisqu'on va voir qu'il a un style très simple et très décontracté, mais en même temps une prose qui est captivante, parce que comme elle dépouille le lecteur de la difficulté d'accéder au style, puisqu'il est immédiat et très conversationnel, ça va lui permettre de raisonner beaucoup plus profondément à l'intérieur de lui-même. Le style d'écriture de Stephen King est un des éléments clés de son succès. Il se caractérise par plusieurs aspects. J'en ai choisi pour cette vidéo 5 principaux. Le premier, je l'ai dit en préambule, c'est une prose qui est conversationnelle. Il écrit, King, comme s'il racontait une histoire directement au lecteur, en créant une intimité, une complicité, une connexion immédiate. Cette approche, elle tient beaucoup de la tradition orale et du conte notamment, ce qui rend ces récits particulièrement immersifs. On a envie parfois de lire King en commençant par Il était une fois et ça pourrait tout à fait marcher. Qui plus est, la banalité apparente du ton contraste avec l'horreur du fond. Ça crée ainsi une dissonance psychologique intéressante chez le lecteur qui n'a plus de repères et donc qui est obligé, presque malgré lui, de se laisser emporter par une histoire qui pourrait lui arriver, puisque le cadre est très réaliste, amplifiant ainsi le saisissement qui le prend. Deuxième point, c'est le mélange donc de cette écriture orale avec une prose plus classique, plus maîtrisée et une technique infaillible. Donc cette oscillation n'est pas sans rappeler d'ailleurs ce qu'on a souvent dit, l'écriture de Louis-Ferdinand Céline, puisque on va alterner avec une narration très travaillée, une prose qui peut parfois être poétique à certains égards, et des dialogues ou des incursions de discours indirects libres beaucoup plus oraux. Et donc cette technique permet à King de créer un rythme unique et de donner une voix très authentique à ses personnages. Il crée un balancement stylistique entre des passages de prose classique et des segments de langage plus familier, notamment dans les dialogues. Alors vraiment, King excelle dans l'art des dialogues, ce qui, les auteurs qui nous écoutent ici, constitue vraiment un point clé parce qu'il est très difficile d'écrire des dialogues pour que chaque phrasé, chaque lexique représente véritablement le personnage qui les prononce. Donc cette variation entre classique maîtrisé et prose plus conversationnelle crée un rythme très dynamique qui a pour effet de maintenir l'attention du lecteur et appuyer l'authenticité des voix, ce qui rend crédibles ces personnages, ce qui rend encore plus crédible l'horreur qui les touche. Les dialogues et les pensées internes des personnages reflètent souvent un langage parlé, ce qui renforce chez l'auteur cette impression de réalisme et donc cette proximité et donc permet la projection et l'identification. Il n'hésite pas à briser la narration classique par des intrusions de langage familier ou de commentaires directs du narrateur ou du personnage qui pense. Ces ruptures créent de la surprise, parfois de l'humour, en tout cas ça crée un lien entre le narrateur et le lecteur, ça permet parfois une respiration quand on est vraiment dans un moment très oppressant de stress ou de tension ou d'horreur. Et ça permet aussi de créer des récits immersifs puisqu'authentiques où la voix semble s'adresser directement au lecteur, renforçant ainsi l'impact émotionnel des histoires. C'est d'autant plus vrai
lorsque les personnages sont des enfants ou des adolescents. Ça, on reviendra un petit peu sur l'enfant, parce que je suis persuadée depuis très longtemps qu'il y a quelque chose d'intéressant à creuser au point de vue de la recherche en sciences humaines sur la figure de l'enfant chez Stephen King. Parenthèse. Troisième point, c'est la syntaxe simple et non pas mais, simple et efficace. King utilise un vocabulaire et une grammaire accessibles, réduisant ainsi les barrières entre le lecteur et le texte. Ce qui fait que beaucoup d'adolescents peuvent lire Stephen King et ne sont pas rebutés par une prose ou une syntaxe complexe. Et cette simplicité permet aussi à l'auteur de cacher une maîtrise absolument remarquable de la structure narrative très complexe de ses romans. King a une structure de ses romans qui est très travaillée, très structurée, puisqu'elle a une intentionnalité. Cette intentionnalité est de saisir le lecteur. Donc forcément, il doit travailler énormément son plan, ses personnages, les relations des uns et des autres. Souvent, on a des intrigues secondaires qui viennent renforcer l'intrigue principale. Et donc, pour ne pas montrer l'ossature, le squelette de son travail de plan, la syntaxe simple permet de faire passer des choses beaucoup plus complexes. Donc, on a un travail sur la forme chez King qui est absolument redoutable et efficient. Quatrième point, il s'agit d'un réalisme saisissant. Malgré les éléments de surnaturel présents dans la plupart des œuvres, pas toutes, dans la plupart des œuvres, King excelle dans la description de personnages réalistes et de situations réalistes. D'ailleurs, si on va un petit peu chercher du côté des critiques littéraires et qu'on s'aventure du côté de Todorov notamment, on voit que pour qu'il y ait fantastique, pour que véritablement le mystère, la fantaisie, voire l'horreur soit impactant sur le lecteur, il faut que le cadre soit réaliste. Un cadre réaliste va permettre de se projeter, de s'identifier, de créer un cadre familier et de nous dire, bon, on pourrait véritablement être dans cette situation-là. De fait, l'émergence du surnaturel, l'émergence de l'horreur va prendre d'autant plus d'ampleur que le cadre nous est familier. On pourrait presque parler pour Stephen King et certaines de ses œuvres de réalisme magique, et qui va permettre au lecteur de s'identifier facilement au protagoniste en rendant les éléments horrifiques d'autant plus percutants. Cinquième point, la narration immersive. King utilise souvent des techniques narratives comme le flux de conscience. D'un coup, dans une situation, un personnage va avoir la révélation. Il va comprendre, et là, sa conscience, qui était peut-être pour refouler, qui refusait la réalité, là, sa conscience, d'un coup, va émerger. Et donc, on va avoir son flux de conscience qui est parfois en proie à ce qu'on appelle des anacolutes, c'est-à-dire des ruptures syntaxiques, puisque quand nous, on pense véritablement dans nos têtes, c'est pas toujours sujet, verbe, complément, tout n'est pas tout bien agencé, on a surtout des bribes de langage qui sont extrêmement intéressantes, ça peut être très lacanien comme analyse, mais on a parfois cette déstructuration syntaxique, cette déconstruction linéaire qui va permettre une véritable prise de conscience du personnage et donc impacter, comme si l'inconscient du personnage parlait à l'inconscient du lecteur, impacter directement le lecteur à un niveau de conscience très profond. On a aussi les changements de point de vue, c'est-à-dire un même épisode va être vu par plusieurs personnages, alors souvent radicalement opposés, ce qui va avoir pour
pour effet de concaténer finalement les différentes réalités d'une même réalité pour plonger le lecteur au cœur d'une action et des pensées des personnages, des tenants et des aboutissants, et donner dans une perspective un peu quantique un avis plutôt exhaustif de la situation. On n'est pas soumis au prisme unique d'un personnage. On n'est pas non plus soumis, dans le cas d'un personnage assez prégnant, au seul flux de sa conscience. On a aussi accès à son inconscient. Donc, c'est cette structure un petit peu hétérogène qui va permettre l'immersion, parce qu'on va par l'hétérogénéité du personnage, sous un cadre de maîtrise extrêmement fort de la structure et une syntaxe simple et accessible et efficace va permettre l'immersion du lecteur, et notamment du lecteur jeune, mais aussi moins jeune, dans l'univers de King. Alors, King, c'est le maître de l'horreur. Enfin, c'est comme ça qu'on nous le présente. Et c'est vrai. Mais qu'est-ce que c'est que l'horreur chez King ? La marque de fabrique de Stephen King dans l'horreur, elle va se caractériser par plusieurs éléments. Encore une fois, j'en ai choisi 5. Ce sont des éléments qui vont finalement poser l'horreur du XXe siècle. C'est-à-dire, on va partir des grands maîtres de l'horreur que King lit et qui nourrissent intensément sa psyché, mais aussi sa production. Mais finalement, King va lui aussi devenir un grand maître de l'horreur, puisqu'il va poser les bases de notre horreur contemporaine en se détachant un peu des schémas traditionnels. Alors, ce qui m'a frappé, moi, dès le départ, parce que c'est quelque chose auquel je suis sensible par nature en tant que lectrice et en tant que chercheuse, c'est le mélange entre l'horreur et l'analyse sociale, voire sociologique. Stephen King excelle à combiner des éléments surnaturels absolument terrifiants avec une critique sociale perspicace et un regard très lucide, voire parfois vitriolé, sur la société américaine. Des personnages réalistes dans des situations extraordinaires. Alors là, on va rentrer un petit peu plus dans l'écho des œuvres. L'auteur crée des protagonistes auxquels on l'a vu, on a compris dans cette longue première partie, auxquels le lecteur peut s'identifier facilement avant de les plonger dans des situations horrifiques. 1974, donc son premier livre, prenons l'exemple de Carrie. King va utiliser le personnage de Carrie, une jeune fille adolescente dotée de pouvoirs, on l'a vu, télékinésiques, pour parler de la jeunesse des années 70, pour explorer les thèmes du harcèlement scolaire et de la pression sociale. Carrie est rejetée, elle est le mouton noir, le bouc émissaire de son lycée. Tout le monde cherche à l'humilier, à lui faire du mal. Et donc, c'est dans cette situation de pression sociale, de colère et d'achoppement du protagoniste contre la société que les pouvoirs surnaturels de Carrie vont pouvoir s'exprimer, alors maîtriser au début, mais vont pouvoir s'exprimer. On se souvient, on se souvient ou pas si vous l'avez pas lu, mais on se souvient la scène dans le self où d'un coup Carrie fait exploser ses pouvoirs et où les jeunes qui attendent leur déjeuner vont subir un véritable carnage. L'horreur surnaturelle sert à King de métaphore pour la violence latente dans les relations sociales à l'école et dans la famille. Au lieu de faire un roman social dans lequel Carrie se suiciderait ou Carrie procéderait à une tuerie de masse parce qu'elle est acculée par la pression sociale, mais aussi par le désamour maternel et l'environnement familial, à se défendre,
De fait, au lieu de créer un roman réaliste dans lequel une jeune fille pourrait péter les plombs et tuer tout le monde, King va médiatiser cette pulsion par le biais de la métaphore fantastique et horrifique. Alors, comme ça fonctionne bien, il va continuer en 77 dans Shining. Shining, je vous rappelle brièvement, Torrance est un écrivain et un prof de de littérature, pardon. Raté pourquoi ? Raté parce qu'il est alcoolique, très très profondément alcoolique, et sa dernière chance, c'est de devenir le gardien d'un hôtel dans la montagne qui s'appelle l'Overlook. Il devient le gardien de cet hôtel pendant la saison morte, c'est-à-dire au moment où il ferme jusqu'à sa réouverture. Il amène sa famille, bien décidé à sevrer son alcoolisme et à écrire, finalement, à mener à bien l'écriture de son premier roman. Ça va se passer comme ça, parce que l'Overlook est tenté, et il devient le théâtre de l'exploration des violences domestiques. Là, King va vraiment travailler sur l'isolement social, la précarité, sur la soumission de la femme et de l'enfant à la violence d'un père alcoolique. Donc, les fantômes et les forces surnaturelles incarne dans Shining les démons intérieurs des personnages et les dysfonctionnements familiaux. On est sur une famille dysfonctionnelle, on est sur un personnage de Jack Torrance qui est addict, qui est psychotique probablement, sur une femme qui lui est totalement soumise. Alors ne vous fiez pas à Kubrick, lisez vraiment le roman, vous verrez, elle est assez différente. Et ce petit garçon qui a le shining, c'est-à-dire le troisième œil, l'intuition, le sixième sens. Et donc, tous ces fantômes vont se retourner contre la famille Torrance, et ces démons intérieurs vont finir par manger cette famille véritablement. Donc, là encore, au lieu d'en faire un roman réaliste sur les violences intrafamiliales, sur les méfaits de l'alcoolisme, qui aurait pu être un roman des années fin 70, début 80, parce que dans l'Amérique profonde, à cette époque-là, on a des crises, on a une classe populaire, une classe moyenne inférieure qui galère beaucoup, on a eu les chocs pétroliers, etc. Et du coup, il aurait pu en faire un roman réaliste. Le fait de créer un environnement hanté, de créer une limite floue entre source des hallucinations d'un délirium très mince de Jack Torrance ou source les manifestations surnaturelles d'un lieu habité, en tout cas, ce flou permet de comprendre un message de fond qui est la vulnérabilité des femmes et des enfants. Je parle en contexte à l'époque, mais c'est toujours malheureusement vrai à l'heure actuelle, face à un père destructeur et alcoolique, en utilisant la métaphore. Soit ça sert de filtre à la conscience et ça permet finalement d'accepter et de conscientiser l'inacceptable, soit ça permet aussi de le médiatiser par métaphore en disant que finalement ces démons, il est très difficile de les combattre. Deuxième point intéressant, une attention particulière aux détails. Si on est des lecteurs avisés et scrupuleux de Stephen King, on remarque que l'auteur prend toujours le temps de développer ses histoires. On commence rarement un Stephen King in medias res, on commence rarement un Stephen King, ça arrive, mais très très rarement dans le vif du sujet avec une scène de série Netflix, non.
En général, l'auteur prend le temps de poser ses personnages, de créer une ambiance, de renforcer ainsi le réalisme de ses récits, d'installer ses personnages dans une routine, et plus on va ronronner, plus l'immersion de l'horreur ou l'intervention du surnaturel va être saisissante. En 1983, dans Cemetery Pet, donc Cimetière, King prend le temps de décrire la vie quotidienne de la famille Creed avec leur chat Churchill, de créer finalement un contraste saisissant avec les événements absolument horrifiques et destructeurs qui vont advenir. De la même manière, la description détaillée du cimetière Micmac, le cimetière des animaux des Indiens Micmac, et de ce sentier qui mène au lieu de sépulture sacrée, crée une atmosphère de plus en plus menaçante. À chaque fois qu'on prend ce sentier, on s'enfonce de plus en plus dans l'horreur et on laisse de plus en plus la normalité derrière nous. De la même manière, dans 22-11-63, écrit en 2011, là, King se fait plaisir. C'est un pavé. King écrit rarement des bouquins de 150 pages, ou alors il écrit des nouvelles, on en parlera. Mais bon, 22-11-63, c'est vraiment, voilà, la brique. Et King donc va se faire plaisir et il va décrire en plus plusieurs fois, parce que c'est une uchronie, à chaque fois que le personnage principal va repartir dans les années 60, on réassiste systématiquement à la même scène sur l'histoire de la boucle temporelle, rappelant un peu Un jour sans fin notamment, et donc à chaque fois on va avoir il ne nous fait pas des copier-coller de la même scène, ce que la série sur Prime, je crois, Prime Video, très bien d'ailleurs, je vous la recommande, même si très différente, mais King a aimé, donc on peut y aller, on est adoubé à la bénédiction du King. Donc oui, je disais, à chaque fois qu'on repart dans le passé, on a de nouveaux détails. Et là, King se fait plaisir à travailler finalement comme un historien ou comme un sociologue pour préciser l'Amérique des années 60. On a vraiment une immersion totale, que ce soit avec la musique, que ce soit avec les marques de voitures, que ce soit avec les fameux diners qu'on trouve sur les bords des routes principales, avec le jukebox qui va jouer telle ou telle mélodie, avec telle marque de chewing-gum à l'époque, telle coiffure de la jeune fille qui va entrer, le costume. Alors ça, c'est très intéressant d'ailleurs, le costume du personnage principal, puisqu'il arrive habillé en 2011, comme dirait mon fils. Donc il arrive habillé en 2011 dans un cadre années 60 où les hommes, permettez-moi de le dire, étaient très élégants, très soignés, les femmes aussi. Lui, il arrive en jean et en t-shirt, tout le monde le regarde un peu bizarrement. Donc, travaille aussi sur le détail vestimentaire qui va lui permettre de s'intégrer non pas à une nouvelle culture, mais à une culture ancienne. Et donc, King va vraiment se faire plaisir là-dessus, sur le cadre de son œuvre. À la manière d'un historien aussi, les détails sur la vie de Lee Harvey Oswald, donc celui qui est supposé être l'assassin de John Fitzgerald Kennedy, vont être très très précis aussi. Son lieu de vie, ses relations avec sa compagne, avec son enfant, ses enfants, puisqu'il y en a deux, ses relations aussi, c'est pas un tueur isolé, hein, donc avec l'organisation commanditaire et les événements entourant l'attentat de Kennedy, côté Kennedy aussi, comment s'organise ce voyage dans le cadre véritablement journalistique ou historique. Et donc tout ça donne une crédibilité historique au récit, et ce qui va faire vraiment l'intérêt de cette œuvre dans les détails, puisque même le postulat de base est un détail, c'est un effet papillon. C'est est-ce que un battement d'aile de papillon peut changer l'histoire? C'est le principe de l'Uchronie. Là, est-ce qu'un retour dans le passé
peut permettre d'empêcher Lee Harvey Oswald de tuer Kennedy, et si oui, qu'advient-il de l'Amérique? Donc, cette attention particulière aux détails est absolument déterminante pour asseoir chaque œuvre. Et alors, il n'y a pas d'automatisme chez King. Quand on ouvre un bouquin de King, on ne sait jamais sur quoi on va tomber. C'est comme la boîte de chocolat. Et donc, en fait, ce qui est très intéressant, c'est de poser cette atmosphère, de poser ce cadre, de poser ces personnages pour que chaque œuvre soit unique, cohérente et entière. Troisième point, l'exploration des peurs quotidiennes. Alors ça, c'est le grand talent de l'auteur. King transforme des éléments ordinaires en source de terreur. Le chien dans Cujo, le clown dans ça, la voiture dans Christine. Voilà, à chaque fois, on a un élément totalement anodin qui fait partie de notre quotidien, notre chien-chien, notre voiture, un spectacle de clown, et hop, ça devient terrifiant. 4. Alors ça, c'est un truc que j'adore chez Stephen King, c'est ce que les fans dont je me revendique, appellent le Kingverse. Le Kingverse, c'est l'univers interconnecté que crée sciemment King à travers ses œuvres. C'est une intertextualité qui est volontaire et qui se manifeste par exemple par la réapparition de personnages récurrents. Par exemple, on parlait de 22-11-63, le personnage habite à Derry, Derry étant la ville imaginaire créée dans ça, par exemple. Donc, Stephen King va créer des réapparitions de lieux, des réapparitions de personnages, des événements. Entre ces différentes œuvres, on peut trouver des éléments de Shining dans effectivement Dr. Sleep, mais pas que. Voilà. Et donc, King tisse ainsi un réseau complexe de connexions, montrant que, comme je viens de le dire à l'instant, chaque œuvre est une et cohérente, mais que chaque œuvre appartient aux grandes œuvres de King et que c'est une œuvre qui est un tout, qui est un univers, d'où l'idée de Kingverse donc. King tisse ainsi un réseau de connexions formant un vaste multiverse littéraire, un métaverse littéraire cohérent. Et cette technique narrative va lui offrir plusieurs avantages. Alors, elle récompense les lecteurs assidus que nous sommes en leur envoyant des petits clins d'œil complices en disant « Hey, t'as remarqué, hein, j'ai parlé de ça, tu l'as lu déjà ». Donc, et qui repèrent ces références croisées et qui finissent par devenir ce que Stendhal appelait le « happy few », c'est-à-dire que il y a ceux qui savent et les autres. Cette technique amplifie aussi l'impact de l'horreur en créant un sentiment de familiarité inquiétante, c'est-à-dire que dès lors que dans une uchronie on vous parle de Derry, votre inconscient de lecteur va réactiver ce que vous avez craint, redouté en lisant ça, et donc vous allez vous-même vous installer dans une inquiétude de lecteur. Donc ça crée un pacte implicite de lecture, soit que le lecteur naïf n'a jamais encore rencontré et donc lui il le prendra à full face comme ça, soit qu'on soit des lecteurs réguliers et assidus et on se dit si ça parle de Derry, ou alors si on voit passer une Plymouth Fury 1958, on se dit il va se passer un truc. Donc voilà, ça crée une atmosphère de familiarité inquiétante. C'est un oxymoron, c'est intéressant. La familiarité est supposée être rassurante, là elle est inquiétante et donc ça va mettre nos sens de lecteur en alerte. Troisième avantage de cette technique, elle ajoute de la profondeur et de la cohérence à l'œuvre d'ensemble de King, montrant qu'il n'écrit pas comme ça un bouquin par an en fonction de ses envies, mais que finalement, a posteriori, on peut lire l'œuvre de King comme on peut lire une œuvre comme celle de Zola ou comme on pourrait lire celle de Balzac, c'est-à-dire ok, chaque chose est indépendante, mais on peut aussi la lire comme un tout cohérent.
La Tour sombre dont je vous parlais, cette œuvre magistrale de 82 à 2012, occupe une place centrale dans ce multiverse de Stephen King. Et elle agit comme finalement la Tour, voilà, avec tout ce que ça comporte de symbolique, comme un axe autour duquel gravitent plusieurs autres nombreuses œuvres. Alors déjà les 8 œuvres de la Tour sombre en soi, mais aussi d'autres œuvres qui sont extérieures à cette œuvre. Et cette série en 8 volumes, King la qualifie lui-même de Jupiter du système solaire de son imagination. Et donc, va servir de tour, de point d'ancrage pour interconnecter les 8 récits de la Tour sombre, mais aussi tous les récits de Stephen King. 5e point, je vous en avais dit 5, c'est l'intégration de thèmes profonds. Et là, du coup, on va pouvoir développer. Moi, ce que j'aime chez King, contrairement à d'autres auteurs que j'aime beaucoup, comme Bloch ou autres, mais qui vont rester des auteurs d'horreur ou de fantastique. Là, on va vraiment avoir une visée sociale à laquelle, comme je vous le disais tout à l'heure, je suis très sensible. Par exemple, Stephen King utilise ses romans pour offrir une critique sur l'Amérique contemporaine et il va aborder plusieurs thèmes importants. Alors les inégalités, les injustices sociales, c'est vraiment ce qui va animer King. Il dénonce souvent les disparités économiques et sociales aux États-Unis. Donc ces personnages sont fréquemment issus de la classe moyenne ou ouvrière et ils luttent âprement contre un système qui semble se complaire à les défavoriser. Alors c'est vrai dans Running Man, c'est vrai dans Carrie, c'est vrai dans Shining. La violence aussi, l'auteur aborde régulièrement la culture des armes à feu, de la violence endémique de la société américaine. Des romans comme Rage explorent les conséquences tragiques de cette violence, notamment dans le milieu scolaire et le milieu des jeunes. Le racisme et la discrimination. King critique ouvertement le racisme, quel qu'il soit, persistant dans la société américaine. Des œuvres comme ça, ou comme La Ligne verte, mettent en scène des personnages confrontés à ces discriminations raciales. Dans une certaine mesure, Halloran aussi, dans Shining, montre un personnage confronté aux discriminations, à cette société assez conservatrice et aux conséquences dévastatrices pour les gens de couleur ou pour les minorités quelles qu'elles soient. King va aborder aussi le sentiment de fanatisme religieux, où il n'hésite pas à pointer du doigt les dérives de ce mysticisme, de ce fanatisme, comme dans Carrie notamment, où il explore les effets néfastes d'une éducation religieuse rigoriste extrême. C'est aussi vrai dans Le Fléau, ou dans Les Enfants du Maïs, où là on a carrément des dérives sectaires, ou dans Revival. L'addiction, on l'a vu, l'alcoolisme, la toxicomanie, mais pas que, ça peut être l'addiction au sexe comme dans Jessie ou autre. Ainsi, l'impact des addictions sur les familles américaines, Shining en est un exemple frappant, on en a vu une analyse tout à l'heure, mais aussi Misery, avec l'addiction au roman et le fait d'être fan est aussi une forme d'addiction sans substance, ou ce que lui-même a traversé dans sa vie personnelle et qu'on retrouve dans un roman comme Les Tommyknockers, par exemple. Critique du pouvoir et de la corruption, ça aussi c'est son dada. Charlie, Le Fléau, Running Man sont des romans qui dépeignent entre autres fréquemment des figures d'autorité corrompues ou abusives et reflètent une méfiance de l'Américain moyen envers les institutions, le pouvoir établi. Donc ça aussi c'est assez récurrent et ça donne une profondeur intellectuelle à l'œuvre de King. Le consumérisme et le matérialisme, qui sont aussi des chevaux de bataille de Stephen King, qui critique souvent la société de consommation américaine, ses excès, montrant comment la quête effrénée des biens matériels peut conduire à la perte des valeurs humaines essentielles. Bazar, notamment, est un roman qui critique avec
force le consumérisme américain. King montre que la société de consommation n'est finalement qu'un leurre, où les objets n'ont de valeur qu'aux yeux de ceux qui les désirent. Donc on a toute une réflexion aussi sur le désir et sa profondeur, et il illustre aussi comment les gens deviennent obsédés par des articles dérisoires, au point de ne plus oser s'en servir, de craindre de les perdre et d'investir sur des objets, ce qu'il ferait mieux d'investir sur leur moi, sur leur conscience, sur leur intériorité, ou simplement sur les gens qui les entourent. L'opposition aussi, on en a parlé en préambule, entre le monde des enfants et celui des adultes. Alors cette dichotomie, elle est vraiment au cœur de nombreux romans de King. Ça, Shining, Salem, Carrie, il y en a, Le Corps, on en parlera, où l'auteur dépeint souvent l'enfance comme une période de vulnérabilité, d'innocence, mais aussi, et c'est ça qui est intéressant, pas que d'innocence, l'enfant n'est pas toujours complètement innocent, puisqu'il a aussi un pouvoir dont il sait user parfois. En utilisant l'horreur et le surnaturel comme vecteur, King parvient à dresser un portrait sans concession de ces problèmes sociaux qui rongent l'Amérique contemporaine, invitant finalement ses lecteurs à réfléchir sur ces enjeux cruciaux. La violence familiale, le racisme, plus largement la peur ou la haine de l'autre, la guerre, la précarité, l'enfance sont des sujets récurrents qui ajoutent de la profondeur donc à ces récits qui ne sont pas purement des histoires d'horreur. Cette combinaison unique d'éléments permet à Stephen King de créer une horreur viscérale et psychologique qui reste ancrée dans la réalité. On n'est pas sur des zombies, des revenants, des monstres qui vont nous faire peur comme ça, comme des facteurs extérieurs, mais c'est vraiment quelque chose de viscéral, d'atavique, et qui vont rendre ces histoires d'autant plus terrifiantes et d'autant plus mémorables. Il nous reste un petit peu de temps pour regarder son évolution de carrière au-delà de l'horreur. Au fil des années, King a su faire évoluer son œuvre en démontrant une polyvalence absolument remarquable. Il diversifie les genres, alors bien que principalement connu pour l'horreur, King a exploré d'autres genres. Par exemple, sa trilogie de Mr. Mercedes s'inscrit dans le polar The Hard-Boiled, polar noir américain comme on peut avoir dans LA Confidential ou autre, avec un personnage de détective sombre, plein de démons intérieurs, etc. Donc voilà, donc Monsieur Mercedes, c'est vraiment quelque chose, une trilogie intéressante. On a dit La Tour Sombre qui va agir aussi sur des thématiques comme la fantasy ou le western, puisque c'est un genre populaire également. On va avoir ce qu'on appelle aussi la trilogie féministe de Stephen King. Alors, Stephen King, il n'a pas beaucoup, alors vous démentirez peut-être en commentaire, et je suis tout à fait disposée et ravie de parler de ça avec vous, et de ça et de bien d'autres choses d'ailleurs. Stephen King, de ce que je lis, n'a pas de personnage féminin. Oui, Misery, Jessie, Carrie, d'accord. Mais c'est plus en termes ontologiques, c'est-à-dire en tant que personne plutôt qu'en tant que genre. Et donc le féminin chez King n'est pas un thème extrêmement exploité. Par contre, il a écrit ce qu'on appelle la trilogie féministe avec Jessie, Dolores Claiborne et Rose Madder. Donc King s'est éloigné de l'horreur pure pour explorer des thèmes beaucoup plus sociaux dans ses trois œuvres, notamment focus sur la condition féminine et principalement les violences faites aux femmes par cette société américaine. King est aussi l'auteur d'une œuvre théorique. Alors ça lui confère aussi une ampleur intellectuelle intéressante, puisqu'il a écrit plusieurs ouvrages sur l'écrivain en train d'écrire, des conseils pour les jeunes auteurs. Donc voilà, il écrit une œuvre théorique et il démontre finalement sa connaissance encyclopédique du genre horrifique, fantastique, mais aussi il est capable d'analyser de manière académique et de parler comme dans une masterclass à des auteurs. Donc ça, c'est très intéressant aussi. Ensuite, il a fait diverses expérimentations comme la ligne verte,
pas très classable, qui est initialement publié en feuilleton, ou The Plant, qui a été uniquement distribué en ligne et qui montre la volonté de King d'explorer de nouvelles formes de narration et aussi de distribution de la littérature. Enfin, très intéressant, 5e point de sa diversification littéraire, je ne sais pas pourquoi, là c'est 5, c'est 3, là c'est 5. Du coup, donc je disais 5e point, les nouvelles. On a vu, il a écrit près de 200 nouvelles, il a écrit des recueils à part entière. Donc là, moi, je ne vais vous citer que mes préférés, mais vous pouvez aller lire Danse macabre, vous pouvez aller lire, il y a plein de nouvelles hyper intéressantes. Parmi mes préférés, il y a Les Enfants du Maïs, que j'ai déjà cité. Il y a, là aussi, très intéressant, mise en série avec Adrian Brody, sur Prime Video, qui est celui qui garde le verre. Alors, je crois qu'il s'appelle pas comme ça en série, pardon, là, je fais de la totale impro. De toute façon, c'est pas le titre original, puisque en VO, ça s'appelle Jerusalem Slot. Donc, celui qui garde le verre, c'est vraiment une histoire de, je sais pas si de vampire, en tout cas, ça rappelle très fortement les grands anciens de Lovecraft. D'ailleurs, c'est une nouvelle aux accents Lovecraftiens pour ceux qui aiment, qui donc convoque les forces anciennes, les forces sacrées, et qui va aller chercher cette chose extrêmement ancienne pour en faire une horreur moderne. Donc celui qui garde le verre, que ce soit en nouvelle ou même l'adaptation en série, je vous la conseille, si vous ne connaissez pas, c'est vraiment assez réussi. Enfin, une que j'ai beaucoup aimée, pas enfin parce que c'est l'avant-dernière, une que j'ai beaucoup aimée, c'est Le téléphone de Monsieur Harrigan. Alors là, Le téléphone de Monsieur Harrigan, c'est très intéressant comme nouvelle puisqu'il s'agit d'un gamin qui va rencontrer un vieux monsieur et très pater familias, très renfermé. Et ce monsieur va l'engager pour lui faire la lecture, ce garçon. Et il va passer des années à lui faire la lecture. Et ils vont devenir amis, l'air de rien. Ils vont chacun s'apprivoiser. Ça va durer des années, cette histoire. Et le jeune homme va finalement offrir à son ami Monsieur Harrigan un smartphone. Et donc, ils vont discuter jusqu'au jour où Monsieur Harrigan va mourir. Ce qui n'empêchera pas une espèce de communication 2.0 entre le monde des morts et le monde des vivants. Je ne vous en dis pas plus si vous ne l'avez pas lu, mais c'est une de celles que j'aime beaucoup. Enfin, alors, est-ce une nouvelle? Oui, parce qu'elle est courte. Moi, j'aurais tendance à dire que c'est un petit roman, mais voilà. Mon préféré, c'est Le Corps, qui a donné Stand By Me, dont on parlera dans quelques secondes. Et donc, Le Corps, c'est cette déambulation d'une bande de gamins de 14 ans qui vont se mettre à la recherche du corps d'un de leurs camarades de classe qui est mort. Et donc, voyage initiatique, voilà. Le Corps, j'ai une admiration sans borne pour cette nouvelle, véritablement, que je vous conseille, qui est parue, je vous dis pas de bêtises, je crois, chez Gallimard en jeunesse, avec Brume. Donc voilà, si vous voulez faire découvrir à vos ados l'univers de Stephen King, le mien est passé par Le Corps et Fana de voiture a enchaîné sur Christine et je ne l'arrête plus. Voilà. Alors, on en a parlé, l'impact de King sur le cinéma et la télévision. Alors, on a pléthore d'œuvres de Stephen King qui ont fait l'objet d'adaptations devenues cultes, qui sont pas toutes bonnes, hein. Donc, Carrie, 2 adaptations. Une première par Brian De Palma en 1976, qui est considérée comme un classique du cinéma d'horreur. Seconde en 2013. Shining en 1980, le maître Stanley Kubrick s'empare de cette histoire
C'est devenu un chef-d'œuvre du cinéma d'horreur, Danny. Mais du propre aveu de Stephen King, il avait émis des réserves. En fait, il déteste cette œuvre parce qu'elle n'a rien à voir du tout avec son roman, si ce n'est les personnages et 2-3 choses. Mais bon, voilà, Shining. Stand By Me, on vient d'en parler en 1986, donc une adaptation de la nouvelle Le Corps, qui montre vraiment la capacité de King à écrire des histoires touchantes sur l'enfance et l'amitié, et vraiment une des adaptations que King préfère. Les Évadés en 94, basé sur la nouvelle Rita Hayworth, et La rédemption de Shawshank. Ce film est régulièrement cité comme l'un des meilleurs de tous les temps, et cité par la chronique et cité par moi. Si vous l'avez pas vu, Les Évadés, c'est vraiment topissime. Topissime aussi, parce que vous voyez que c'est très subjectif tout ça. En 1 heure, j'ai pas le temps de vous dévoiler tout, donc je choisis La Ligne Verte, adaptation du roman éponyme qui a reçu 4 nominations aux Oscars, prouvant que l'œuvre de King peut transcender le genre de l'horreur. Alors, comme je l'ai dit de son propre aveu, il a détesté la version de Shining par Kubrick, il a détesté Carrie, La Vengeance, sortie en 2013. A contrario, il adore Stand By Me et La Ligne Verte et The Mist, donc adaptation de La Brume par Darabont. Ces adaptations donc ont contribué à élargir l'audience de King, quelle que soit leur valeur, et à ancrer ces histoires dans l'imaginaire collectif et la culture populaire. Elles ont donc inspiré une nouvelle génération de cinéastes et de showrunners. Pour finir, l'héritage de Stephen King. Donc l'influence de King s'étend, on l'a vu, bien au-delà de ses propres œuvres. Il a inspiré de nombreux auteurs contemporains comme Joe Hill, qui est aussi son fils, Neil Gaiman ou encore Gillian Flynn. Son approche du genre horrifique, qui mêle éléments surnaturels et critiques sociales, a redéfini les contours de la littérature d'horreur moderne. King a également joué un rôle crucial dans la légitimation de la littérature de genre. Son succès commercial et critique a contribué à brouiller les frontières entre littérature populaire et littérature dite sérieuse, comme s'il y avait une différence. En 2015, cette contribution a été reconnue officiellement puisqu'il a reçu la National Medal of Arts, la médaille nationale des arts, la plus haute distinction accordée par le gouvernement américain à ces artistes, l'équivalent chez nous de chevalier des arts et des lettres. Conclusion donc, Stephen King est bien plus qu'un simple auteur d'horreur. C'est un conteur hors pair qui a su captiver des générations de lecteurs en explorant les aspects les plus sombres de l'âme humaine et de la société moderne. Son œuvre est riche et variée, et elle continue d'inspirer et de terrifier en faisant de lui un des auteurs les plus importants de notre époque, du XXe et du XXIe siècle. Des auteurs d'ailleurs comme Bret Easton Ellis ou Maxime Chatham en France assument l'influence de King dans leurs écrits. La force de King, elle réside, on l'a vu, dans sa capacité à créer des personnages auxquels le lecteur peut s'identifier. Et elle est placée dans des situations absolument extraordinaires ou terrifiantes, et à nous pousser à réfléchir. Et cette alchimie unique entre le quotidien et le fantastique est le cœur de son succès durable. Alors que nous célébrons aujourd'hui l'œuvre de Stephen King, il est important de reconnaître non seulement son impact sur la littérature d'horreur, mais aussi sa contribution plus large à la culture américaine et à la culture occidentale, voire mondiale. King a su capturer l'esprit de son époque en reflétant les peurs, les espoirs et les préoccupations de plusieurs générations de lecteurs. Le dernier livre de Stephen King paru en France est Plus noir que noir, la traduction du recueil You Like It Darker, qui est sorti le 26 février 2025 aux éditions Albin Michel. En ce qui concerne Never Flinch, le prochain roman de King, il sortira en anglais le 27 mai 2025, donc dans quelques semaines. Pour l'instant, aucune date précise n'a été annoncée pour sa version française, mais
de ce que je sais, elle devrait probablement paraître à l'hiver 25-26, donc probablement à mettre sous le sapin. J'espère que ce deuxième focus auteur un peu long vous a plu et qu'il vous aura donné envie de lire ou de relire Stephen King et de frissonner avec.